Good Evening Business, le débat. Le débat avec Audrey Tcherkov, bien sûr, comme tous les soirs, avec Rodolphe Bonas. Rebonsoir, Rodolphe, PDG du groupe Aristide Retail Technologies, spécialiste de la grande distribution. Frédéric Bocara, rebonsoir, Frédéric, bonsoir, économiste, chercheur au CEPN Sorbonne Paris-Nord. Et Emmanuel Le Chypre, économiste aussi. Hein. Non. Parfois. Bah, si. À 16 heures perdues. À 16 heures, voilà. Non. Par rapport à Frédéric, c'est pas juste de dire que je suis économiste. Bon. C'est bien que vous vous lanciez des fleurs, ça va peut-être pas durer. On va parler du Royaume-Uni pour commencer. Tout le monde a le droit de parler de l'économie. Oui, absolument. Ça doit être la propriété des citoyens. Eh bien, parlons-en justement. Le Royaume-Uni, on s'attendait à des annonces douloureuses. On a eu des annonces douloureuses aujourd'hui. Hein. Alors en effet, hausse d'impôts, baisse sévère des dépenses publiques, traitement de choc en vue pour calmer les marchés financiers. On écoute tout de suite Jeremy Hunt, le ministre des Finances britannique. L'annonce d'aujourd'hui prévoit une consolidation de 55 milliards de livres. Cela signifie que l'inflation et les taux d'intérêt seront considérablement réduits. Nous y parvenons de manière équilibrée. À court terme, lorsque la croissance ralentira et que le chômage augmentera, nous utiliserons la politique fiscale pour soutenir l'économie. Voilà, Jérémy Hunt aux communes cet après-midi. Le pire, on le voyait tout à l'heure à Euronext, c'est que ça ne rassure pas les marchés. La livre continue de perdre du terrain finalement. Qu'est-ce qui peut encore permettre à la Grande-Bretagne de rassurer les marchés financiers ? Disons que ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand une économie ralentit, les autorités publiques mettent en place un semblant de politique de relance de l'activité économique. Sauf qu'évidemment, l'histoire s'est passée par là, avec son plan à 200 milliards, ce qui a fait peur à tout le monde. Et du coup, on se retrouve avec ce plan d'austérité. Mais je voulais quand même juste... pour la blague, vous rappelez les promesses de 2016 qui ont été données à la population britannique pour les convaincre de voter en faveur d'une sortie de l'UE. Alors la première, c'était la nourriture sera moins chère, la deuxième, c'était l'énergie et les carburants seront moins chers, et puis évidemment les impôts seront moins élevés. Donc peut-être qu'on peut s'accorder à dire que sans le Brexit, eh bien, le pays n'aurait pas eu besoin d'un plan d'austérité. Toujours est-il que les marchés ne sont pas convaincus. Voilà. Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que les marchés soient rassurés sur le sort de la Grande-Bretagne pour vous, Frédéric ? Je ne sais pas si les marchés ne sont pas rassurés. Les marchés, ils en veulent plus et ils se disent qu'ils vont gagner de l'argent. C'est plutôt ça dans l'affaire, en réalité. Je ne me trompe pas, vous qui êtes plus spécialiste des marchés que moi. Mais non, c'est vrai que le Royaume-Uni, le fait qu'il soit sorti, qu'il ait fait le Brexit, j'allais dire qu'il soit sorti du Brexit, peut-être que d'ailleurs il voudrait sortir du Brexit. Hein. Bon, mais le fait qu'il soit sorti de l'Union européenne le met en difficulté, parce que l'Union européenne, dont on peut dénoncer, j'en fais partie, le caractère réactionnaire, etc., c'est quand même mettre en commun des forces. Donc la vie est contradictoire et c'est contradictoire. Et donc ils sont un peu nus, effectivement. Mais nous aussi, on commence à faire de l'austérité contradictoire d'ailleurs en France et en Europe. Donc qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Là, ils tiennent un peu la demande puisque les dépenses augmentent, malgré tout. Mais la santé et l'éducation sont épargnées. Oui, mais les services publics, et là il y a une grève d'ailleurs des cheminots, dans les transports, plusieurs grèves, il y a eu grève des dockers qui ont gagné. Donc les services publics sont quand même atteints, parce que l'enjeu c'est lequel ? L'enjeu c'est, il y a un manque de production, un manque de qualification dans l'Europe entière. Je l'ai dit plusieurs fois, je me répète, mais la réalité ne va pas changer en quelques semaines. Et donc c'est ça qu'il faut financer. Et c'est ça qu'il faut mettre sur la table. En commun en Europe, en commun avec les Britanniques, voire en commun... Le G20 aurait dû parler de ça. Et effectivement, donc là, c'est la mobilisation d'avance. Et peut-être que là, on peut rentrer dans des compromis avec... je dirais pas les marchés financiers, mais avec ceux qui détiennent des grands financements et surtout les nationalisations des banques. C'est ça la question en Grande-Bretagne. Rodolphe. Si jamais c'est vrai que cette économie britannique n'arrive pas à donner confiance sur les marchés, on attend aussi quand même la réaction du grand frère américain, qui est quand même un peu au centre du jeu. C'est est-ce que oui ou non, ils vont agir sur cette économie britannique qui est finalement très malade. Elle est isolée pour ne plus être dans le dispositif européen. Elle est isolée. Ils n'ont pas réussi à signer d'accord de libre-échange avec les Américains jusqu'à présent, je le signale. Exactement, voilà, exactement. Donc du coup, on attend de voir comment est-ce que ce grand frère va pouvoir ou non. Est-ce qu'il va laisser glisser la situation ou est-ce que tout d'un coup, il va y avoir une forme d'intervention ? Ce grand frère qui a été totalement absent depuis le Brexit, alors qu'ils auraient pu justement aider la Grande-Bretagne en relançant leur économie. Moi, je suis pas sûr que le salut soit à chercher du côté des États-Unis. La triste réalité, c'est que en fait, il n'y a pas de politique économique qui soit tout le temps la bonne politique économique.
ça m'amuse beaucoup ce que dit Frédéric, parce qu'on a l'impression que ce serait toujours la même politique économique qui produirait des résultats extraordinaires. Ça fait quelques semaines que je dis la même chose. Non, c'est pas ça. Non, mais je dis ici, les gens qui pensent comme les gens qui pensent comme Frédéric estiment que la solution, c'est toujours plus de dépenses publiques. Mais non. Globalement, si, quand même. Mais non, pousser les entreprises à faire de la formation, c'est pas plus de dépenses publiques. Les dépenses de formation d'entreprise, c'est plus d'investissement. Mais globalement. Mais investissement matériel, c'est là où on voit que juste une bonne politique économique, elle n'est pas de gauche, elle n'est pas de droite, c'est la bonne politique. Non, mais non, justement, c'est là où on n'est pas d'accord. C'est que c'est la bonne politique qui s'applique au bon moment. Regardez la politique libérale de Madame Thatcher, elle arrive à point sur un pays qui est complètement sclérosé, bloqué par les syndicats, la surfiscalité, etc. Elle libère les forces de ce pays, qui va connaître 20 très belles années. Là, aujourd'hui, on n'en est plus là, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a déjà une forte dégradation des services publics. Le Brexit, il a quand même largement aggravé la situation, puisque toutes les pénuries de main-d'œuvre aujourd'hui au Royaume-Uni, s'expliquent quand même en grande partie. Non, les pénuries, on les a aussi. Non, les pénuries de main-d'œuvre, dans les hôpitaux, c'est bien plus dramatique. Ça a été une des raisons du vote du Brexit, entre parenthèses. Le Brexit, ce qui a aggravé, c'est pas les pénuries de main-d'œuvre, c'est l'insuffisance de pognon pour régler les pénuries. Notre problème d'essence, c'était pas comme au Royaume-Uni il y a quelques mois, parce qu'il y avait plus de chauffeurs pour conduire les camions-citernes. Donc ce n'était pas à ce point-là. Donc moi je ne vois pas. De toute façon, c'est un pays qui s'enfonce dans une longue crise économique et qu'il n'y aura pas de remède miracle à brève échéance pour sortir le pays de sa crise. C'est une économie qui est très peu industrialisée. Non, c'est pas vrai. Pas moins que nous. Ah si, c'est quand même vrai. Mais elle est plus industrialisée que la France. Pas moins que nous, elle est un peu plus. C'est comparable à la France, on peut dire. Mais franchement, c'est la plus grave crise que rencontre ce pays depuis même bientôt la Deuxième Guerre mondiale. Non, mais en fait, est-ce que tout ça ne découle pas de 12 ans d'échecs économiques conservateurs ? Aussi, mais nous aussi. On a l'habitude, moi dans ma famille, il y a des Bretons qui disent c'est le grand ennemi l'anglais. Mais on est frères et sœurs avec les Anglais. Donc ce qui leur arrive va nous arriver. Non. Mais si. Mais non. Mais si. D'ailleurs, la récession, elle est prévue par les conjoncturistes pour l'Europe. On a eu récession aux États-Unis d'ailleurs aussi, mais on a dit c'est pas une récession tout en étant une récession. Non, mais à des niveaux différents. Non, mais si on à des niveaux différents, bien sûr. Va nous arriver après si c'est juste la récession. Laissez Frédéric finir. Nous, c'est un peu moins que le Royaume-Uni, mais en réalité, la situation n'est pas si différente. Et donc la question, quand on voit le Royaume-Uni, plutôt que de dire « Regardez, eux, ils ont mal fait, etc. » Non, comment on peut faire ensemble pour progresser ensemble ? Parce qu'on s'en sortira pas. Il y a un isolement économique du Royaume-Uni aujourd'hui. Ils veulent plus le faire. Oui, mais ce qui n'existe pas pour la France. Dans la réalité, oui, non, mais dans la réalité quand même, à la fois en effet sur ces pénuries de main d'œuvre dont parlait Emmanuel tout à l'heure, c'est une vraie réalité chez eux qui est beaucoup plus criante au Royaume-Uni qu'en France. Nous, on a des difficultés, mais on n'est pas arrivé à cet arrêt complet. Attendez, les chauffeurs de poids lourds et de transport chez nous, on leur file des primes aux chauffeurs s'il amène un copain pour se faire embaucher. On en a, eux, ils n'en ont pas du tout. Oui, ils ont un peu d'avance dans le néolibéralisme. C'est pas une histoire d'avance. Et au-delà de ça, dans tout le dispositif d'isolement économique du Royaume-Uni, il est quand même assez criant quand on compare à la France. Aujourd'hui, toutes les relations de business que le Royaume-Uni avait avec l'Europe sont quand même dans un ralentissement, voire même dans un ralenti. Ils ont cherché le spin-off vers le Grand Sud, vers la Chine, etc. Et au même moment. Moi, je suis prêt à entendre plein de trucs. Je suis prêt à entendre plein de choses. Mais de dire que la France est un pays néolibéral, ultralibéral, c'est quand même le dernier grand pays socialiste du monde. Et même, je vais te dire, la France, elle est dans l'État. La France, mais regarde tout, il n'y a jamais eu autant de dépenses publiques, jamais eu autant de protection. Les dépenses publiques augmentent. Il faut ça. Alors. Non, mais attends, mais on part pas du tout du même niveau. Je vais te dire, la France, elle est dans l'état du Royaume-Uni à la fin des années 70. Non. Mais bien sûr que il y a 10 ans, juste. Allez. Mais bien sûr que si. Juste une chose, dans les dépenses publiques, il y a du social et il y a du capital. Et nous, on est... Dans tous les pays, les dépenses publiques augmentent. Ils n'arrivent pas à les baisser. Simplement, ils en mettent beaucoup plus pour le capital que pour le social. Je rappelle juste que la dernière étude de la Banque d'Angleterre montre justement que le Brexit continue vraiment d'avoir un impact sur le ralentissement de l'économie. Bien sûr, on est d'accord.
Mais ici... Donc on n'est pas dans la même situation en France. Non, mais les Français ne parlent pas anglais, on n'est pas le même pays. Mais il y a des éléments communs. Si nous ne voyons pas les éléments communs, et si nous ne voyons que la poutre chez que la paille chez le voisin et pas la poutre chez nous... Vous avez raison, mais la sortie radicale de l'Union européenne exacerbe évidemment toutes les crises. On peut leur tendre la main pour leur dire on a des besoins communs, on pourrait les financer ensemble. Oui, mais ça c'est autre chose. Plutôt que de laisser le petit frère prodigue américain. Allez, 18h42, on marque une petite pause. On a encore plein de choses à voir dans 2 petites minutes. Les ventes de logements neufs qui s'effondrent. Là, ça commence à... Non, c'est pas réjouissant pour le secteur de l'immobilier. C'est la récession, nous aussi. Prémisse de la récession, ça se trouve. Et puis, confirmation du gouvernement, il y aura bien une loi sur le fameux dividende salarié. Vous savez que ça fait hurler les patrons. Vous direz ce que vous en pensez. Et qui va forcément diviser ce plateau aussi. Certainement. Oui. Voilà. À tout de suite. Good Evening Business sur BFM Business. Good Evening Business, le débat. Allez, 18h45, c'est reparti pour le grand débat en direct sur BFM Business avec Audrey Tcherkov, avec Rodolphe Bonas, avec Frédéric Bocara, avec Emmanuel Le Chypre. On voulait dire un mot de ces chiffres qui sont sortis ce matin dans le secteur immobilier. Ils ne sont pas bons du tout, mais on ne tombe pas de l'armoire, vous me direz. Ce sont les ventes de logements neufs qui sont en train de s'effondrer littéralement. Au 3e trimestre 2022, moins 30% de ventes versus même période de l'an dernier. Parce que taux d'intérêt plus élevé, parce que prix des matières premières qui s'envolent et donc les prix des logements qui s'envolent. Oui, non, mais c'est ça que je dis, hausse des taux d'intérêt et donc le taux d'usure effectivement sur le crédit, on va dire. Ouais, attention sur le... Ce secteur qui emploie directement ou indirectement, je ne sais pas, c'est 2 ou 3 millions de personnes est en train de partir en vrille. Ça, c'est dangereux quand même. Alors oui, parce que quand on est là, on la connaît la maxime, hein, quand le bâtiment va, tout va. En l'occurrence, le bâtiment ne va plus, ça déraille, c'est plus compliqué. Alors après, on parlait tout à l'heure de la France qui était aussi ce grand pays. Emmanuel disait le dernier grand pays socialiste. Mais en fait, la réalité, il faut aussi voir que derrière cette promotion immobilière, il y a aussi tous les programmes dits des collectivités locales ou territoriales, et plus particulièrement des mairies. Et on se rend bien compte là, ici, que finalement, elles sont beaucoup plus attachées finalement, à investir dans les passoires énergétiques qu'ils ont déjà, hein, plutôt qu'à lancer des programmes neufs. Et le décalage, il vient de là. Je vais vous donner un exemple très précis, hein, si on prend la mairie de Colombes, c'est pas loin d'ici, bien la mairie de Colombes, elle a décidé là d'arrêter, de couper complètement la patinoire parce que cette patinoire, elle consommait l'équivalent de 16 chauffages pour des écoles maternelles. Donc elle fait des calculs, elle dit j'arrête la patinoire et je vais du coup pouvoir chauffer les écoles. Et bien dans le bâtiment, on est dans cette logique-là de se dire attention, est-ce que j'ai intérêt moi en tant que collectivité locale et territoriale à investir dans des programmes de promotion immobilière alors qu'en réalité j'ai des trous béants et des rénovations énergétiques à faire dans mon parc actuel. Oui. Audrey. Non mais ce qui veut dire aussi que le logement n'est pas un produit comme un autre et que c'est un secteur qui ne peut pas se réguler seul et qu'aujourd'hui on manque quand même de pensée structurée mais globale sur le sujet. Et c'était sous Sarkozy que Jean-Louis Borloo d'ailleurs avait réussi à le convaincre d'une politique globale, hein, puisqu'il avait sous son périmètre la vie, le logement et le transport réunis. Donc est-ce qu'on ne devrait pas repartir là-dessus ? J'étais dans ce ministère à l'époque d'ailleurs quand il a commencé, mais c'était aussi l'idée de Juppé au départ, même s'il a fait que quelques mois. Il a mis le climat aussi avec. On a maintenant séparé l'énergie. La transition énergétique, elle est séparée de l'écologie. Je ne sais pas comment ça peut marcher. Exactement. Mais non, on a un peu un point de concentration de ce qu'on a pu dire sur l'Angleterre ou les difficultés. Parce que quand même, tension financière liée à la hausse des taux d'intérêt, alors ça passe par plein de canaux, tu as raison, hein, mais matières premières, augmentation des prix des matières premières, mais qui renvoie au mode de production qu'on n'a pas fait bouger. Et puis, problème de qualification, parce que pour la rénovation thermique, si on veut vraiment la lancer, il faut des gens formés, qualifiés, et puis en permanence, et puis une attractivité avec des conditions de travail, des salaires. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on pousse la conso Est-ce qu'on... Mais réguler, il y a une intervention. Moi, je pense qu'en réalité, derrière chaque secteur, il ne s'agit pas du tout de nationaliser. Vous avez oublié la Chine comme pays socialiste, où il y a beaucoup plus d'entreprises publiques qu'en France. Il a dit l'un des tout derniers pays socialistes. Il y a beaucoup moins de protection sociale. Oui. Oh, non, il y en a beaucoup. Il faut lire le dernier rapport de l'OCDE. Non, mais c'est pas grave. Tu me liras. Mais donc, revenons. Je pense que dans chaque secteur, il y a un bien commun derrière, en réalité. Là, c'est le logement, d'autres fois, c'est l'alimentation. Et donc, il faut un pilotage. L'initiative privée se met en ordre, mais il faut un pilotage. Et c'est ça, effectivement, qui manque. Mais un pilotage, pas seulement sur la consommation. Une vision globale.
Il faut un pilotage global. Un sujet trop sérieux pour être confié à des politiques, surtout, il faut dire ça comme ça aussi. Mais non, il faut d'autres types d'institutions politiques. On en avait discuté à l'occasion du CNR sur ces institutions politiques, et je sais qu'Audrey est très sensible à ça. Il faut des institutions politiques qui peuvent élaborer, proposer. On parle la Première ministre, Borne, elle a dit qu'elle va mettre en place la planification. On ne voit pas trop comment. Mais il faut des choses très précises pour de la planification. Il faut élaborer ensemble quels sont les besoins, mais de façon transparente, démocratique, ouverte, avec tous les spécialistes et tous les citoyens, les représentants. Il faut des moyens financiers et il faut un suivi. Or, les moyens financiers, on les met ailleurs. Ce qui est inquiétant, c'est que ce sont des promoteurs, alors qui vendent plus, mais qui en amont ne construisent plus, à une époque où l'accès à la propriété immobilière est de plus en plus contraint. Si on voulait vraiment sortir ce pays de la difficulté, les deux plus puissants leviers qui existent, c'est incontestablement l'éducation et le logement. Le logement, vous cochez toutes les cases. C'est-à-dire que si vous faites une vraie politique du logement, moi je finis par croire que la rénovation des logements, c'est une pure connerie. C'est-à-dire que la seule chose à faire, vous rasez, vous reconstruisez. Ça coûte moins cher, on est d'accord. Il y a un moment des souffrances terribles. Hein. Les maguettes, ils ont commencé. Mais moi, j'habite à Gentilly, dans le 94. Quand des immeubles s'effondrent et que les gens vont ailleurs, il y a des recompositions sociales qui posent problème. Donc on en est revenu non plus. On n'est pas obligé de le faire si violemment. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, tout se ligue contre la construction. Le fait que vous êtes dans un pays où vous avez 58% de propriétaires qui n'ont absolument aucune envie de voir le prix de leur patrimoine baisser, c'est un obstacle majeur. Le fait que les villes ne veulent pas construire, donc on peut entendre tout ce qu'on veut de la part des élus locaux, ils ne veulent pas construire. Alors que si vous vous lancez dans une énorme... Et il n'y a que Jean-Louis Borloo qui a eu cette ambition finalement assez sérieuse, vous cochez toutes les cases. C'est-à-dire que... le principal problème du pouvoir d'achat aujourd'hui, tout le monde réclame des salaires, mais c'est pas le problème du salaire, c'est le poids du poste logement aujourd'hui dans les salaires. S'il y a bien avant que l'INSEE appelle les dépenses contraintes. Avant quand vous pouviez vivre, tout le monde pouvait vivre, dès l'instant où il avait un travail, il pouvait vivre de son salaire. Si vous ne pouvez plus vivre de votre salaire, c'est à cause du logement. Donc, vous redonnez du pouvoir d'achat aux Français, vous leur donnez une meilleure qualité de vie, c'est moins d'insécurité, c'est des gamins qui sont dans des meilleures conditions pour apprendre à travailler chez eux, etc. Vous créez de l'emploi local dans toute la France. Je veux dire, vous cochez toutes les cases et personne ne le fait. Moi, à part les explications sur lesquelles le lobby des propriétaires déjà en place, les maires qui veulent pas construire, l'État qui se fait plein d'argent. Non, l'État qui se fait plein d'argent sur les prix élevés de l'immobilier. Moi, franchement, c'est le seul truc à faire. Il y a un point dont on ne parle pas, c'est les financements qu'on ne veut pas mettre. Oui, mais c'est... Audrey. Juste un point quand même pour préciser. Là, il y a un très gros problème de transmission de ce patrimoine. C'est-à-dire que les générations à venir, c'est-à-dire les moins de 30 ans, ne sont absolument complètement exclus de cette primo-accession. Oui, non, mais moi je voulais aborder un autre point. C'est une autre diminution qui est très grave. C'est celle des ventes en bloc, c'est-à-dire les ventes d'immeubles qui ont chuté de 55% par rapport à 2021. Et pourquoi c'est inquiétant ? Parce que les promoteurs produisent plus de 55% justement des logements sociaux dans le cadre de ces ventes en bloc. Et donc 2022 va être une année dramatique en termes de production de logements sociaux. Oui, mais on a étranglé le logement social. On l'a étranglé. Y compris par les mesures financières et les taux d'intérêt, en les obligeant à des contraintes et des ratios qui ne peuvent pas s'appliquer à eux. Donc il n'y a pas seulement de la régulation, il faut un sens à la régulation qui va financer une perspective. Il faut donner un sens avec une perspective de développement. Vous parliez de salaire tout l'instant. On va écouter Olivier Véran qui l'a confirmé ce matin. C'était chez nos confrères de France 2. Oui, il y aura bien une loi au cours du quinquennat sur le dividende salarié. Loi qui contraindra bien donc de verser des dividendes salariés quand des dividendes sont versés aux actionnaires. Écoutez Olivier Véran ce matin. Si une entreprise a dégagé du bénéfice parce qu'elle fonctionne bien, tant mieux. Si elle verse des dividendes aux actionnaires, il faut qu'elle en verse aux salariés. C'est un engagement de campagne. Elle devra en verser une partie... Exactement. Il faut que les salariés puissent devenir quelque part un peu propriétaires de leur outil de travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font déjà, d'autres ne le font pas, et on fera par la loi passer une disposition qui contraindra les entreprises qui versent des dividendes aux actionnaires à en verser aux salariés. Donc c'est plus de pouvoir d'achat. Et de manière obligatoire. Et de manière obligatoire. De manière obligatoire. Ça s'appelait pas au patronat, évidemment.
J'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais enfin, on est oui, ça ne plaît pas forcément au patronat pour une raison très très simple, c'est que le versement de dividendes en tant que tel répond aussi parfois à des logiques économiques et de pilotage d'entreprise, et qu'à des moments, il n'est pas de bon ton de verser des dividendes, et que si jamais ce versement de dividendes rentre aussi dans une politique sociale et salariale, ça devient très compliqué. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des mécanismes qui existent, je veux dire, avant même... Oui, dans le Code du travail, on a un équivalent qui s'appelle le dividende du travail. Exactement, ou l'intéressement, la participation, qui sont des dispositifs qui existent. Pourquoi on ne pousse pas ça plutôt que de s'embarquer mais bien sûr, dans les faits, c'est ce qui va se passer. Il faut espérer que ça se passe comme ça. Parce qu'il y a des situations, on peut même en parler, il y a des situations dans lesquelles les entreprises, avec des accords de participation et d'intéressement, arrivent à reverser une partie de la valeur créée à ses salariés sans automatiquement verser de dividendes. Je veux dire, aujourd'hui, on a une vision qui est très stigmatisée autour des dividendes des entreprises du CAC 40. Bon, je suis désolé, toutes les entreprises, malheureusement, ne sont pas la taille des entreprises du CAC 40. Il y a 3 millions d'entreprises qui sont des petites entreprises. Frédéric. Alors, d'abord, comment dire... La voix de l'opposition. On a 2 minutes, mais allez-y. Non, d'abord... un dividende, ça ne finance pas la protection sociale, alors qu'un salaire, ça la finance. Des primes non plus. Donc ça pose des problèmes. C'est pas le même type de rémunération. Ça pas toujours les primes. Les primes tout le temps. Non, elles sont exonérées de cotisations sociales. Beaucoup de primes et tout le monde le souhaite. Très peu. Vous parlez que de la prime Macron. Oui, non, mais les autres primes, elles sont... Les débats sans cesse là-dessus. Et beaucoup de primes... Non, les fonctionnaires touchent des primes qui ne viennent pas dans la retraite aussi. Voilà. Mais ça, c'est l'État. Non, mais les primes... Non, les primes... Il faut voir... J'y peux rien si l'État est son propre voyou. Moi, c'est pas mon système. Bon, en tout cas, vous êtes d'accord que les dividendes, c'est... Non, mais vous attachez à des queues de cerise parce que les dividendes, c'est zéro protection sociale derrière. Donc, en réalité, ça peut être un jeu de dupes. La deuxième chose, c'est le pâté alouette-cheval, mi-alouette, mi-cheval. Vous connaissez cette histoire-là? Une alouette, c'est tout petit, un cheval, c'est immense, on va dire 50-50. Pour toi, un cheval, pour moi, une alouette. Donc, un patron va toucher son dividende, c'est plutôt dans les grosses entreprises, dans le CAC 40, que ça va se passer comme ça. Et puis, 2000 salariés, ils vont toucher un demi-millième de dividendes. C'est pas du tout la même chose. Non, alors après, ça pose des problèmes. Macron, il fait ça pas forcément en accord avec le patronat, mais parce qu'il y a une question de consensus de gestion, et il veut amener les salariés sans augmenter les salaires. Enfin, Macron, Véran, il veut amener sans augmenter les salaires vers l'acceptation culturelle du dividende. Alors que l'enjeu, il n'est ni dividende ni salaire. Quelles dépenses de développement? Quand il y a de l'argent en plus dans l'entreprise, comment on développe l'entreprise? Et là, avec des patrons qui sont sur la croissance réelle et le développement, on peut s'entendre. Moi, j'ai fait un rapport au CESE qui a été voté par les petits artisans et une partie du patronat. Donc, la question, c'est pas celle-là, c'est salaire, développement de l'entreprise, formation, j'y reviens. Audrey, quelques secondes là-dessus. Alors en une seconde, est-ce qu'il vaut mieux pas se poser la question de la productivité, Frédéric, l'efficacité, qui permettrait de regagner à la fois en pouvoir d'achat et puis en souveraineté? L'alouette, le chiffre, on va peut-être conclure. Salariés, c'est un non-sens économique absolu. C'est-à-dire que pour toucher des dividendes, il faut être actionnaire, point barre. Et sinon, il faut rappeler quand même que les salaires, ça intervient avant dans les comptes de l'entreprise. En fait, les dividendes qui viennent des profits, c'est une fois que vous avez payé des salaires. Et les impôts. Donc, la seule solution derrière ce mot qui est d'une absurdité économique totale, c'est qu'il y ait plus de salariés qui soient actionnaires. Et pour moi, le seul enjeu, finalement, c'est de savoir est-ce que les salariés des entreprises de moins de 50, finalement, personnes pourront avoir ou pas les mêmes règles que les plus grosses entreprises. Oui, non, mais juste au passage, en France, on a quand même 7 millions de Français qui sont actionnaires salariés et qui bénéficient de ces Si c'est pour donner mi-cheval. Et revenez avec les chiffres précis. Si c'est pour donner encore plus d'argent aux salariés du CAC 40, qui sont finalement les vrais nantis de... Non, mais bien sûr que si. C'est les patrons du CAC 40, les vrais nantis. Mais non, mais arrête. Vous redonnez de l'argent à des salariés qui sont déjà les... Vous êtes d'accord avec ça? Mais sans salariés, pas d'entreprise. Sans coordination du travail. Sans coordination du travail, mais ça ne veut pas dire que du coup on se rémunère par le capital. Ils pourraient être rémunérés pour leur travail. Un patron, ça travaille dur quand ça coordonne. Et donc la fonction patronale de coordination, mais pas de défense des intérêts du capital. Des patrons français gagnent moins de 2 000 €. Allez, c'est fini, c'est fini. Merci. 2 millions de patrons de PME. Merci à tous les trois. Rodolphe Bonas, merci beaucoup Rodolphe d'être venu. Merci Emmanuel, merci Frédéric. Vous avez vu son bouquin, tiens, ce soir, qu'est-ce qui se passe? Je savais que vous le diriez. Mais on est déçus. Il n'y a pas de bouquin. Il faut que j'en sorte. Il n'y a pas de bouquin ce soir? Je le laisse pour Noël. C'est lui qui fait les cadeaux pour Noël. Il y en aura pour Noël, donc sous le sapin. Avec grand plaisir. Merci à tous les trois, messieurs, d'être venus ce soir sur BFM Business. 18h58, on est en retard. Juste, si vous avez raté une partie du débat, c'est à retrouver en replay, ça s'affiche sur vos écrans. On se retrouve dans un instant, le journal. On parlera de ce plan, ce guichet unique pour faciliter les administrations. C'est le patron de l'Union des auto-entrepreneurs qui lui dira, lui, que...
On y croit toujours. Lui nous dit que ça ne simplifiera rien, tout simplement. Il nous racontera ça. Ouais, c'est ça, voilà. Dans un instant. C'est à suivre. À tout de suite. Good Evening Business sur BFM Business.